Bienvenue sur Des Prises, le podcast qui raconte le cheminement de celles et ceux qui écrivent un nouveau récit écologique. Je crois que la construction d'une société plus écologique, c'est avant tout une histoire de personnes qui écrivent de nouvelles manières de vivre. Je m'appelle Patrick Hock, facilitateur de profession. Mon objectif est d'insuffler un peu partout des dynamiques collectives fluides et inclusives sur les territoires, dans le monde de l'éducation et en entreprise. C'est donc un métier qui se passionne pour l'humain. Et c'est pour ça que j'ai lancé Des Prises. Dans ma propre transition écologique personnelle, je me fascine de ce qu'elle peut changer et déconstruire dans notre rapport au monde et aux autres. Dans chaque épisode, je viens à la rencontre d'une personne qui contribue à cette transition écologique, philosophe, entrepreneur, agriculteur ou encore activiste, et je discute avec elle d'une déprise personnelle. Une déprise, comme le disait le philosophe Michel Foucault, est l'acte de se déprendre de soi, que j'ai interprété comme une déconstruction personnelle. Le podcast Des Prises, c'est donc la déconstruction de notre rapport au monde, au bonheur, au genre, au vivant, à la pauvreté, à la consommation, à la réussite et bien d'autres choses. Quand j'ai rencontré Hortense, j'ai tout de suite aimé la finesse de ses réflexions. Il y avait un amour de la culture, des lettres, des beaux mots. Et lorsqu'on a commencé à discuter ensemble, j'ai vu qu'elle cheminait sur un fil très fin entre un sens de la responsabilité porté par un idéalisme fort et une conscience de la réalité et de sa capacité à y tirer aussi des apprentissages positifs, quels qu'ils soient. Et dans cet épisode, elle vient bousculer nos croyances. Celles qui, bien ancrées, celles dont on se convainc qu'elles nous appartiennent alors qu'on n'est rien. Elle parle aussi de nos goûts façonnés par l'industrie notamment, entre le saumon bien de luxe devenu mets accessible ou de la rose, fleur de l'amour alors qu'au 19e, c'était la violette. De là à questionner la relative contrainte de la saisonnalité ou du local, il n'y a qu'un pas. Bonne écoute. C'est parti. Bonjour Hortense, Bonjour Patrick, comment tu vas? ça va, merci. Merci d'être là aujourd'hui sur Des Prises. Alors, on va commencer par te présenter rapidement. Hortense, tu es fondatrice de Fleurs d'ici et WeTrade Local. Alors, Fleurs d'ici, c'est un livre des fleurs éthiques de saison et qui valorise les circuits courts. Et WeTrade Local, c'est un logiciel de gestion de filières locales. En fait, c'est ça, c'est ce qui fait que Fleur d'ici est possible, c'est-à-dire c'est un logiciel qui permet de faire travailler des artisans et des producteurs agricoles locaux en multilocal, c'est-à-dire de façon synchronisée à travers tous les territoires au même moment. Donc c'est un logiciel qui permet en gros de faire travailler des milliers de partenaires au même moment et de faire d'arriver à produire quelque chose à très grande échelle, comme si c'était fait dans une usine, sauf que c'est fait en des milliers de points différents de façon synchronisée. Alors, aujourd'hui, on aborde, comme toujours, par un angle un peu spécial, puisque on va dérouler ta déprise personnelle. Et toi, ta déprise, en fait, elle est en rapport avec la liberté, et plus précisément, les valeurs et les convictions, et voire les croyances, les fausses valeurs que peuvent nous transmettre un système. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente exactement pour toi, cette déprise? Je pense que on ne naît pas libre, on le devient, que en fait on hérite de beaucoup de choses par nos parents, par la famille, par la société, par l'école, par beaucoup de choses. Et on transporte sur notre dos un certain nombre de croyances et de valeurs qu'on n'a pas vraiment interrogées à titre personnel. Et donc on ne s'est pas vraiment demandé si elles nous convenaient vraiment. Et beaucoup de gens ne font jamais ce travail d'ailleurs, qui est un travail introspectif assez long et lourd, mais qui, à mon avis, est le prix de la liberté et du bonheur réel, in fine, puisque il n'y a que à travers ce travail d'introspection qui permet de s'auto-déterminer finalement, qu'on peut arriver effectivement à être pleinement aligné et du coup à mener sa vie de la façon la plus conforme possible à qui on est, à son identité. Avant de se lancer à corps perdu dans
ce que tu es aujourd'hui, ce que tu fais, et ta déconstruction qui a suivi. Moi, j'aimerais revenir en arrière sur tes premières identités, tes premières vies. Parce que tu as eu 1000 vies avant, en fait. Tu as fait des études littéraires, tu as été dans la diplomatie, tu as été reportrice de guerre, tu as été dans la radio, tu viens juste de me l'avouer juste avant. Oui, ma question pour toi, c'est quel est quel a été le fil rouge, le fil conducteur dans toutes ces expériences? Je pense qu'il y a quelque chose qui est très constitutif de ma personnalité et d'ailleurs de celle de mon frère aussi. C'est la question de l'intérêt général et de comment on amène les gens à plus de, justement, à se questionner et à plus de connaissances du monde et de soi. Du coup, on s'est un peu réparti les rôles. Mon frère, il est prof, donc il s'occupe des enfants, et moi, j'étais journaliste, donc je m'occupais des adultes. Mais l'idée, c'était la même, c'est-à-dire, c'était de se dire comment est-ce que on amène les gens à s'enrichir, se questionner, apprendre des choses, voilà. Donc c'est vrai que même si j'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie, ça a toujours été avec cette idée de comment est-ce que on rend service à la société finalement. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a toujours eu ce fil rouge là qui n'est pas forcément très facilement apparent. On m'a souvent reproché d'avoir changé de vie, de carrière, de métier. Alors que moi je trouve que c'est tout à fait cohérent, c'est un parcours et donc voilà, une expérience amenant à une autre. Et qui permet de polir les différentes facettes du diamant, puisque l'idée c'est effectivement de se raffiner soi-même, comme le sucre qu'on raffine, voilà, ou d'autres matières premières. L'idée est d'arriver à un produit fini, assez poli, mais voilà, ça c'est pas la donnée de base. Moi, ce qui me surprend, c'est que tu viens de me dire qu'on a pu te le reprocher par le passé. Ce que je veux dire, c'est ta vie. Tu en fais ce que tu veux. Qui a bien pu te reprocher ça exactement? Je pense qu'en France, on a une idée très arrêtée de comment on fait une carrière. Moi, d'abord, j'ai grandi à l'étranger. Après, j'ai habité à Londres puisque je travaillais, comme tu l'as dit, pour la BBC, où j'ai fait à la fois de la radio et de la télé. Et du coup, j'ai eu la chance quand même d'être exposée à différents modèles et des modèles dans lesquels, en fait, au contraire, c'est plutôt valorisé de multiplier ces expériences. En France, c'est pas du tout le cas. On a une vision très linéaire, en fait, de la carrière, de la réussite, du succès, que sais-je. Et donc, quand on a fait des prépas littéraires, on doit faire ci, on doit faire normal, on doit faire ça, là, là, là. Et voilà, et c'est vrai que les rails sont beaucoup plus droits en France qu'ils ne le sont dans d'autres pays, avec toute la notion de contrainte et justement d'absence parfois de questionnement, puisque ce qu'on a envie de faire parfois à 15 ans, on a moins envie de le faire à 20 et à 25 et à 35, etc. Tu as fait tous ces métiers, tu as travaillé dans tous ces secteurs, tu as travaillé dans tous ces endroits. Est-ce que là-dedans, il y a une fausse valeur, une fausse croyance, une spécifiquement dont tu t'es émancipé, dont tu t'es libéré, que tu retiens particulièrement? Il y a quelque chose de très fort qui est que j'ai commencé donc, comme tu l'as dit, à 21 ans, j'étais reporter de guerre, puisque donc j'ai couvert l'Afghanistan et j'ai eu, je sais pas si c'est la chance ou la malchance, mais en tout cas j'ai été dans une situation assez dramatique puisque j'étais avec des journalistes qui se sont fait tuer. Et du coup, c'est vrai que j'entretiens avec la mort un rapport assez étroit. Qui est très libérateur. C'est ce que je te disais quand tu m'as dit est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui t'inspire ou quoi. Je t'ai dit Montaigne que philosopher c'est apprendre à mourir. Attention, désolée, on sort le Lagarde et Michard. Mais voilà, c'est vrai que je pense que cette espèce de conscience très forte du fait que je sauve pas des vies, quoi. Enfin, je suis pas chirurgien, je sais pas quoi. Finalement, ça permet quand même d'avoir une distance saine par rapport à la pression, parce que c'est vrai que on fait quand même beaucoup de choses et avec un niveau d'intensité très très haut. Et
le fait de se souvenir qu'à la fin du jour, personne ne meurt, mais que par contre, on va vraiment tous mourir un jour, et que, comme on dit toujours, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Ça donne, je pense, une saine distance par rapport à ce qu'on fait. Et du coup, je sais pas, moi, ça contribue en tout cas à m'apaiser et à pas partir en toupie, parce que clairement, je pense que quand on a des projets aussi ambitieux que le nôtre, on peut vite être écrasé par le poids de la responsabilité, des enjeux, de la charge mentale, enfin bref, tout ça. Et il y a deux choses, c'est cette notion d'avoir à l'idée qu'il y a des choses plus graves, vraiment. Et pour ma part, moi, j'ai aussi un enfant, et donc ça m'aide aussi beaucoup à m'enraciner finalement, et à me souvenir qu'il y a des choses... Enfin voilà, ça donne un rapport à la vie et à la mort qui est quand même beaucoup plus sain, je crois. C'est hyper intéressant, parce que tu me parles de ce rapport à la pression, à l'injonction, à ce que la société peut imposer comme norme. Et en même temps, moi je te vois, je trouve que tu as une énergie folle, t'es dans tes projets qui diffusent une énergie dingue aussi. Est-ce que tout ça c'est porté par un sens de l'intérêt commun, ou est-ce qu'il n'y a pas encore une petite partie qui est nourrie par cette pression, cette course un peu à la performance, et qui te fait courir encore, poussé par cette norme-là aussi? Je pense qu'une grosse partie de la pression vient de cette notion de responsabilité. Moi, j'ai vraiment le syndrome de l'infirmière, que je me soigne, mais quand même, je pars de loin. Et donc, il y a vraiment cette idée très très forte on n'a pas le droit de rater, parce qu'il y a trop d'enjeux pour les autres, en fait. C'est-à-dire que, bon, de façon très littérale, sur la question de l'horticulture, il y avait 30 000 horticulteurs en France dans les années 70, il en reste aujourd'hui à peine 3 500. Et clairement, c'est des gens qui, si on ne vient pas renverser la vapeur sous 2 ou 3 ans, il n'en restera plus. Et donc, on a une vraie responsabilité par rapport à ces gens, parce que ça peut paraître tout à fait anecdotique, mais derrière l'horticulture, il y a beaucoup d'autres enjeux. Évidemment, celui de la biodiversité, celui des terres agricoles, celui des sols, puisque à travers de la polyculture, on rend les sols plus résilients. Et voilà, donc c'est une agriculture plus diversifiée, plus durable. Donc voilà, donc c'est des gros enjeux. Et oui, il y a cette idée que on a une responsabilité, un rôle important vis-à-vis de ces gens. Alors après, eux, ils nous attendent pas, hein, mais nous, on se dit que quand même, il y a un peu d'enjeu, ouais. Alors cet enjeu, tu le portes aussi avec Fleur d'ici. Et moi, je m'intéresse vachement en fait à l'influence des projets sur ce que nous sommes et aussi ce qu'on porte à travers ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que déconstruit Fleur d'ici par rapport à nous, par rapport nous en tant que consommateurs? C'est une grosse partie du projet Fleur d'ici, c'est effectivement cette question du plaidoyer et de l'éducation, de la sensibilisation. Fleur d'ici, c'est né d'un constat qui est qu'aujourd'hui, 9 fleurs sur 10 sont importées de pays en voie de développement, comme le Kenya, la Colombie, l'Équateur, à grand renfort de CO2, bien sûr, puisque déjà, dans ces pays-là, les normes sanitaires, environnementales ne sont pas du tout les mêmes, et donc l'utilisation d'intrants qui sont interdits depuis extrêmement longtemps en Europe, là-bas, c'est monnaie courante, donc déjà, il y a ça. Ce qui veut dire qu'il y a un impact sanitaire aussi sur les gens qui cultivent dans ces... Tout le monde dit oui, mais c'est bien, ça fait du développement dans ces pays-là. Non, foutaise en fait. C'est des emplois hyper précaires et surtout avec des conséquences importantes sur la santé des gens qui travaillent dans ces exploitations. Donc il y a ça. Ensuite, évidemment, il faut les faire voyager, donc généralement en avion, donc à nouveau, ça émet du CO2. Et comme je le disais à l'instant, il y a aussi un enjeu sur les emplois, pour le coup, ici, en France, enfin, dans les pays, en tout cas, où il y a de la consommation de fleurs, où les emplois d'horticulteurs ont progressivement disparu, puisqu'on a perdu donc 9 exploitations sur 10 dans les 50 dernières années. Donc vraiment, cette idée que inspiré du locavorisme finalement, donc de circuits courts sur la partie alimentaire,
où moi je m'appelle Hortense, donc Hortense ça vient du latin hortus, ça veut dire jardin, et donc j'avais une très bonne connaissance et une bonne appétence en tout cas pour ce produit. Je viens d'une famille où c'est très important, la nature, les fleurs, etc. J'ai une bonne connaissance de la botanique, bien que je ne l'ai pas étudiée. Et voilà, et donc je m'étonnais de voir que chez les fleuristes, on voyait toute l'année les mêmes fleurs, le même assortiment, toujours les fleurs parfaites comme ça, bien droites. Alors que dans la nature, ça ressemble absolument pas à ça. Et donc, je me suis dit que ça allait sans doute suivre le même mouvement que celui sur l'alimentaire, et que progressivement, de la même façon qu'aujourd'hui, je pense que les Français sont de plus en plus au fait du fait que manger des tomates au mois de décembre, ça n'a pas vraiment de sens, que c'est ni bon au goût, parce que c'est pas la saison, ni bon pour le portefeuille et encore moins pour la planète, que la rose, emblème de la Saint-Valentin, qui donc a lieu le 14 février, c'était la même chose, c'est une ineptie en fait, parce que des roses, il y en a en France, de mai à novembre à peu près, mais certainement pas au mois de février. Le mois de février, c'est le mois du mimosa, de la renoncule, des tulipes, des anémones, bref, il y a des centaines de fleurs différentes, mais pas la rose. Et donc, par rapport à cette question de la déprise et de comment on se défait des idées reçues, typiquement, la rose de la Saint-Valentin, c'est un peu comme le Père Noël qui est habillé en rouge et blanc. Le Père Noël habillé en rouge et blanc, c'est une fabrication de Coca-Cola. La rose de la Saint-Valentin, c'est une fabrication des industriels de la fleur, en fait. On a mis dans la tête des gens que la fleur de l'amour, c'était la rose, en s'appuyant évidemment sur une tradition ancestrale, je dis pas le contraire, mais quand même, là, on est passé dans un autre niveau, parce qu'en fait, l'idée, c'est de rendre prisonniers les gens, justement, d'une certaine croyance qui est que si on n'offre pas des roses, c'est mal. Et que c'est, en tout cas, c'est beaucoup moins bien d'offrir autre chose. Alors que jusque avant-guerre, par exemple, la violette, c'était la fleur des amoureux. Et la violette, il y en a au mois de février. C'est parfumé, c'est charmant. C'était la fleur des élégantes au 19e. Voilà, je pense qu'il faut redonner aux gens une idée de la saisonnalité, de la localisation des produits, et je pense que c'est un travail d'éducation à nouveau, puisque, comme je te l'ai dit, c'est vrai que c'est un peu ça le fil rouge. Ces dernières années, on a beaucoup parlé de la force des imaginaires. Le propos écologique dit en fait qu'il faut donner envie aux gens de changer d'habitude, de changer de vie pour que ça devienne désirable. Pourtant, ça me parle d'une anecdote passionnante. Elle parle de la pivoine. En fait, la pivoine, c'est une fleur qui a été célébrée par Manet et beaucoup représentée durant le 19e siècle. Et soudainement, elle devient totalement démodée courant deuxième moitié du 20e siècle. On la considérait alors comme une fleur trop simple, qui pousse facilement et qui est résistante. Une qualité qui ne la rendait donc pas rare, donc trop commune. On l'a reléguée à un rôle fonctionnel. Et voilà que maintenant, après cette période de désétude, elle revient, avec la perception d'une fleur bucolique qui rappelle la belle nature oubliée. Ça m'interroge beaucoup sur la manière dont on façonne réellement nos goûts. Et in fine, qu'est-ce qu'on est prêt à aimer dans un monde plus écologique, et qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher de notre ancien monde qu'on aimait tant. En fait, ce que je me dis, c'est ce qui est hyper intéressant et paradoxal à la fois, c'est qu'en réduisant, à première vue en tout cas, le catalogue de fleurs disponibles parce qu'on respecterait la saisonnalité, parce qu'on a cette fleur locale, on enrichit la vision ou même le nombre de fleurs disponibles. Parce que en fait, on se rend compte qu'on va aller aussi creuser et découvrir en fait d'autres fleurs qu'on n'aurait pas regardées à première vue, parce que on se libère d'une norme. La fleur de la Saint-Valentin qui finalement n'est plus seulement la rose, mais qui va être d'autres fleurs aussi. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que derrière ce mouvement de fleurs d'ici, il y a aussi le fait de déconstruire la symbolique de certaines traditions. On se rappelle tous l'épisode du sapin où en fait on disait aux écolos vous voulez plus de sapin, vous voulez plus de Noël, quoi. Et quand on s'attaque à un symbole comme Noël, en fait on a des levées de boucliers qui sont hyper fortes.
Et ce qui est intéressant, en fait, là-dedans, dans tout ce processus, c'est se dire, euh, de se questionner même sur ces symboles-là, sur ces jolies fêtes, en fait. Mais que il y a, en fait, des choses qui sont euh, pérennes, d'être moins pérennes d'un point de vue écologique derrière ces symboles-là et qu'il faut accepter de déconstruire ça aussi. Oui, oui, bah, c'est exactement l'objectif. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de remettre de notre part. En tout cas, c'est pas de dire ah bah la Saint-Valentin, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, si les gens ont envie de célébrer l'amour, très bien. Enfin, au contraire, je trouve ça plutôt réjouissant. Euh, et l'idée n'est pas de dire n'achetez pas des fleurs ou quoi, mais c'est juste de dire voilà, on a focalisé l'attention des gens sur des symboles, effectivement. Pour des raisons, en l'occurrence, très commerciales, en fait, qui sont liées plutôt à des contraintes d'industriels que à un raisonnement, je sais pas, hérité des arts, de la poésie, pas du tout. C'est vraiment, moi je dis, la rose de la Saint-Valentin, c'est un peu comme le saumon. Le saumon, quand moi j'étais petite, c'était un bien de luxe, c'était très rare et c'était quelque chose vraiment de spécial, d'extraordinaire. Et en fait, bah, l'industrie s'en est mêlée. Alors, on pourrait s'étendre longuement sur les conditions de production. Et c'est vrai que le saumon aujourd'hui, au contraire, c'est devenu un peu un truc cheap, quoi. Enfin, je veux dire, on en trouve partout, tout le temps, dans les plats, dans les avions. Enfin, voilà, c'est le truc, c'est d'une banalité, en fait, assez effarante. Bah, la rose, c'est un peu pareil, la rose rouge. C'était autrefois effectivement quelque chose de très rare et d'exotique, et c'est ça qui faisait sa valeur. Et le fait d'avoir voulu en faire un produit de consommation de masse, bah, ça lui a fait non seulement perdre sa valeur émotionnelle, mais en plus, ça a évidemment des incidences sur la planète, l'économie, enfin voilà. D'ailleurs, ce qui est pas toujours facile à percevoir derrière chaque déconstruction qu'on peut opérer, c'est que il y a certains objets qui, euh, a priori, n'auraient pas besoin d'être déconstruits et qui, en fait, doivent l'être aussi. Et bah, parce que, par exemple, la fleur, en fait, c'est joli une fleur. C'est plein de couleurs. C'est quand même un symbole de la végétation qu'on a tous en tête. Alors qu'en fait, la fleur, elle aussi, a été touchée et infusée par l'industrie mondialisante et mondialisée. Ouais, la fleur, c'est un des plus, j'ai envie de dire, un des plus beaux symboles, mais c'est un des plus tragiques, les symboles les plus tragiques plutôt, de la mondialisation à outrance, puisque effectivement, c'est un produit, la fleur, qui est présent en France, partout. On ne parle pas, par exemple, des avocats ou le café. Bon, c'est des produits, on aura beau essayer de faire tout ce qu'on peut, le climat est pas forcément, s'y prête pas forcément sous nos latitudes. La fleur, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui, enfin, jusque dans les années 60, en fait, c'était une production très très locale. Donc c'est vraiment lié à des enjeux d'industrialisation, de mondialisation, quoi. Que ce produit est devenu un peu fou, un peu dingue, en fait, on marche sur la tête. Mais il n'y a aucune raison valable à ça, même pas des raisons économiques, à vrai dire. C'est pour ça que nous, on a réussi à reconstruire une filière locale, et contrairement aux idées reçues, à nouveau, c'est pas plus cher. Parce que aujourd'hui, grâce au digital, on arrive à faire converger des centaines, des milliers, des centaines de milliers de flux de façon synchronisée. Et donc, on arrive à la fin, en parlant d'idées reçues, on arrive à la fin de cette idée très jacobine, finalement, de la centralisation, qui est aussi à nouveau quelque chose de très français. On se dit, ah bah, pour que ce soit efficace et donc performant économiquement, il faut centraliser les flux. Et les rassembler, et donc une grosse unité de production, c'est comme ça qu'on fait des gains de productivité, etc. Pas du tout. Enfin, oui, ça a été vrai, jusqu'à l'émergence de la tech qui permet justement de gérer une multitude d'informations de façon à nouveau synchronisée grâce à des machines. Donc voilà, c'est vrai que, et ce qui permet aujourd'hui de réussir à produire à petite échelle
enfin à petite échelle par unité de production, un produit à très grande échelle sans qu'il ait besoin sans qu'il ait besoin d'être centralisé, d'être produit au même endroit et tout ça avec les contraintes industrielles qu'on connaît. Et ça aussi, c'était une idée reçue. Mais c'est une idée reçue à nouveau très française et très jacobine, quoi. C'est cette idée, en France, on est quand même très marqué par... voilà, le roi soleil, toutes ces choses-là, cette idée de la concentration en fait des pouvoirs et des unités de la production, etc. Et on est sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors que nous, on pense qu'un modèle qui est beaucoup plus anglo-saxon, qui s'appelle le modèle des cottage industries, qui est un modèle proto-industriel, mais qui sera selon nous aussi un modèle post-industriel, et qui permet en fait de faire travailler les territoires, de faire ruisseler la valeur partout au lieu de la concentrer entre les mains de quelques-uns. Je me mets à la place d'une personne qui a plutôt cheminé sur sa déconstruction par rapport à tout ce qu'on parle là, notamment d'écologie, mais la manière de consommer et autre chose. Et en fait, moi j'entends tech, j'entends digital. Si on se positionne à l'autre côté, de l'autre côté du spectre, où il y a ces personnes-là qui ont commencé à déconstruire, qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là qui en fait finalement se disent tech, digital, moi ça me fait peur en fait. Pour moi la tech et le digital ça me distancie en fait. Ça recrée un monde virtuel que j'ai plus envie de voir. On entend souvent ça, effectivement, et ça peut paraître un paradoxe. Je pense que c'est perçu comme tel parce que jusqu'à maintenant, les gens qui avaient en main les cartes pour développer des gros logiciels, c'était pas nécessairement des gens qui avaient les mêmes valeurs au cœur de leur démarche. Nous, on est une des incarnations du modèle Tech for Good, donc la tech au service de l'intérêt général. Et bien au contraire, nous, on pense que c'est en réconciliant digital et local qu'on va réussir à faire cette transition. Parce que c'est vrai que le digital tout court, ça peut conduire au déboire qu'on sait. J'ai pas besoin de citer personne, mais je pense que tout le monde comprend. Il y a une notion de prédation là-dedans et de concentration, ça peut être ça. Mais la tech, c'est un outil en fait. C'est comme une hache. Une hache, c'est super pour construire des maisons. Mais c'est aussi utilisé pour trancher la tête des gens. Et la tech, c'est ni plus ni moins qu'un outil, donc il faut pas... tout dépend de l'intention de la personne qui l'utilise, finalement. Et nous, notre intention, c'est justement de faire profiter des avantages de la tech, parce que c'est quand même un outil utile dans la poursuite justement d'une performance, d'une optimisation, nous, notre but c'est aussi, ça permet de limiter du gaspillage quand même dans des proportions assez dingues. Donc voilà, c'est un outil très puissant, mais qui aujourd'hui effectivement n'est pas forcément perçu comme étant à la portée de tous. Parce que je pense qu'il y a encore, et notamment il y a beaucoup de débats sur les femmes et le digital, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de développeuses, etc. Donc c'est des débats qui nous intéressent beaucoup, puisqu'on est une entreprise majoritairement féminine, alors qu'on fait de la tech, donc c'est assez intéressant. Mais voilà, l'idée c'est de se dire que comment est-ce qu'on met le digital au service du local ? Et comment on arrête d'opposer ça ? C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'aller dans le sens des pure players qui, justement, concentrent toute la valeur, ne la redistribuent pas, ne font pas ruisseler sur les territoires, etc. Nous, c'est l'inverse de tout ça, justement, c'est de se dire qu'avec à la fois les bonnes intentions et les bons outils, on peut arriver à faire quelque chose de très puissant. C'est quoi tes garde-fous ? On a tous envie, d'une manière ou d'une autre, de porter des convictions et en même temps... c'est quoi ce qui peut nous empêcher en fait de ne pas tomber dans le greenwashisant et d'être soi-même piégé par ses propres points d'ignorance? Enfin, c'est quoi du coup toi tes garde-fous? Chez nous, c'est d'abord le fait de s'entourer. Je pense que c'est très important. Effectivement, on tombe vite,
dans des écueils. On a tous des travers, des biais, enfin voilà, forcément. L'idée, c'est de challenger toujours, de remettre en question ses croyances et ses certitudes. Donc nous, on a notamment constitué un comité à mission chez We Trade Local et Fleurs d'ici. Donc voilà, avec des gens qui viennent nous poser des questions de façon récurrente, voilà, et régulière, pour évidemment essayer, autant que faire se peut, de pas tomber dans des travers qu'on n'aurait même pas vus, quoi. Parce que c'est surtout ça le sujet, c'est que tant qu'on est conscient des choses, en général, personne n'est vraiment mal intentionné en soi. Mais souvent, c'est plus l'ignorance qui fait qu'on fait des mauvais pas. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à un endroit ou un moment où on déconstruit une déconstruction. Parce que le propos de We Trade Local, en tout cas, là, j'ai l'impression, c'est que ce qu'on s'était dit notamment dans une des conversations précédentes, cet enregistrement du podcast, c'est que la transition, en fait, elle doit être accessible. On prenait l'exemple de l'AMAP. Si tu as une AMAP qui est seulement disponible à un créneau précis, à une quinzaine de kilomètres, en fait, c'est pas une transition globale, ça va pas un petit changement de niche comme ça possible pour une poignée de personnes. Si c'est pas accessible, en fait, ça peut pas être une transition massive. Et en fait, le propos de We Trade Local, j'ai l'impression, c'est que c'est justement de se dire, oui, effectivement, il y a des conséquences négatives à une utilisation de la tech et digitale dans certains endroits. Et ça ne va pour autant dire qu'on ne devrait pas essayer de marier justement ce qu'il y a de positif dans ces outils-là et de l'utiliser à bon escient pour provoquer un vrai changement massif. C'est ça, non, le propos de We Trade Local? Notre propos, c'est l'accessibilité, en fait. C'est vraiment notre obsession. Pour vraiment faire changer la consommation, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, je pense que les gens... Moi, je suis rousseauiste, donc je pense que les gens sont naturellement bons et bien intentionnés. S'ils ne font pas les bons choix de consommation, notamment, c'est parce qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne peuvent pas. Et donc, bien souvent, c'est ça, en fait. C'est la question de l'accès aux produits plus responsables qui est en cause. Effectivement, dire aux gens, tu pourras manger local, mais il va falloir que tu fasses 15 km en voiture, ce sera possible le jeudi entre 10h15 et 10h25, et puis tu n'auras pas de choix, et puis en plus, accessoirement, ça va te coûter 20% de plus ou quoi, c'est pas une réponse, en fait. C'est pas comme ça qu'on va faire changer la société. Pour faire changer la société, il faut apporter un produit accessible, de qualité. Ça veut dire accessible, ça veut dire en termes de prix, mais ça veut dire aussi en termes de service. Et donc c'est vrai que nous, on est chez Amazon, il y a beaucoup de choses qui nous déplaisent, mais on peut pas ne pas reconnaître le succès qu'ils ont, et notamment, qui se justifie notamment par le fait qu'ils ont apporté de la facilité. Alors après, moi, je suis pas pour le côté tout de suite, tout le temps. Je pense que c'est trop. Mais il faut quand même prendre en compte les contraintes des gens, de la vie quotidienne, etc., pour pouvoir leur apporter un bon service au bon prix. Après, je pense aussi qu'on peut, faire évoluer les gens. Il ne s'agit pas, c'est un peu comme un enfant qui voudrait manger que des bonbons. Il n'en est pas question, en fait. Il faut aussi qu'il mange des épinards et du poisson. Et puis, peut-être même qu'en lui faisant manger des épinards et du poisson, il va développer un goût pour les épinards et le poisson. Donc, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que répondre de façon immédiate, et j'ai envie de dire uniquement mercantile, au désir des gens, ça, je suis pas sûre que ce soit une très bonne voie. En revanche, leur répondre de façon acceptable par rapport à leurs contraintes, tout en les amenant à faire un tout petit pas de côté, le fameux nudge, je pense que ça, c'est tout à fait possible. Nous, par exemple, quand on est arrivé sur le marché des fleurs, on achetait des fleurs sur catalogue, c'est-à-dire que les gens choisissaient un produit hyper charté, normé, il y avait 3 tiges de trucs, 4 tiges de machin, enfin bref, c'était... Voilà. Nous, on a dit aux gens, faites-nous confiance, voilà notre direction artistique globale,
Mais après, c'est nos artisans fleuristes qui vont faire en fonction de ce qui est disponible selon la saison. Et ce sera beau, faites-nous confiance. Mais en fait, les gens, ils étaient prêts à ça. Mais c'est vrai que quand on a commencé, les gens nous ont dit « Mais ça marchera jamais, les gens n'achètent pas des fleurs comme ça. » Mais c'est faux. En fait, c'était faux. Il a fallu déconstruire justement cette approche du produit qu'ont les consommateurs, revenir vraiment à la source, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens achètent quand ils achètent des fleurs finalement. Est-ce qu'ils achètent 3 tiges de trucs, 4 tiges machin? Non. Ce qu'ils achètent, c'est un signal, c'est un sentiment, c'est l'expression d'un sentiment, c'est l'expression de valeur justement, enfin voilà. Et donc ce truc de comment est-ce qu'on arrive à répondre, à re-questionner finalement le cahier des charges de la consommation, qu'est-ce qui se cache derrière la chose? C'est comme aujourd'hui, on est en train de regarder sur des questions d'alimentaire. On regarde les cahiers des charges, par exemple, dans la restauration scolaire. Il y a des trucs, on dit par exemple yaourt 85 grammes. Mais est-ce que c'est vraiment important 85 grammes ou est-ce que 90 ou 80 ça pourrait aller? Oui, bien sûr. Mais voilà, donc c'est comment est-ce qu'on a enfermé la consommation dans des contraintes qui finalement correspondent pas aux désirs ou aux besoins ou aux contraintes même des consommateurs. Elles correspondent aux contraintes des industriels qui, eux, ont besoin d'enfermer les choses dans un carcan. Mais la réalité, c'est que ça correspond à rien, en fait. Ça correspond ni à la nature, enfin, à ce que la nature peut faire et peut produire et peut supporter, ni aux besoins des consommateurs. Et donc, nous, c'est dans cet espace-là qu'on travaille, en fait. Ce que dit Hortense fait écho à la binarité qu'on peut tous avoir sous couvert d'idéalisme. Ce qui est bien, ce qui est mal. En aparté, elle me raconte qu'il n'y a pas que les gentils méchants. En fait, le problème, c'est de voir l'agroalimentaire comme uniquement des grands méchants. Lorsque d'un côté, ils sont effectivement à blâmer, mais qu'ils sont aussi prisonniers. Elle prend pour exemple McCain qui ne pourra jamais faire une frite bio et locale, parce qu'elle a besoin d'être spécifique pour rentrer et être utilisée dans leur machine. Et moi, toute cette réflexion me fait penser que dans notre transition, tout à chacun, on a le devoir de savoir manier le gant de fer, mais aussi la main de vélo. Et que rien n'est binaire. Ça ne change pas le fait que le système a aussi grand besoin de changer lui aussi. Mais la question de cette nuance et de sortir de la binarité devrait tous nous interpeller. Alors, pour revenir à cette déconstruction, des déconstructions déjà opérées, il y a quelque chose qui est, pour moi, chez toi, de l'ordre de presque une double bataille. D'un côté, plus classiquement, en tout cas de manière plus spontanée, on peut comprendre, effectivement, Hortense, elle se bat pour qu'on puisse questionner nos goûts, nos croyances, notre manière de consommer. Et donc faire attention à ce qu'il peut y avoir comme conséquences négatives à la mondialisation et la modernisation. Et en même temps, à côté, il y a à se dire, même un Jeff Bezos, le président d'Amazon, en fait, il y a des choses à retirer qui sont positives là-dedans. Et l'idée, du coup, c'est de ne pas juste être dans un manichéisme 0 ou 1, et de se dire, en fait, il y a du bon à tirer des deux camps. Bien sûr. Nous, on se définit comme des pragmatiques idéalistes. C'est les deux. Moi, je supporte pas de travailler avec des ayatollahs. En fait, je trouve ça ennuyeux. C'est des gens prévisibles, donc ça m'intéresse pas tellement. Et surtout, je pense que c'est se priver effectivement. Je pense qu'il y a du bon partout et il y a du mauvais partout aussi. Donc il y a pas personne n'a le privilège, ne possède le bien. Ça n'existe pas. Et donc, voilà, il s'agit justement de toujours garder un minimum de sens critique et de pouvoir évaluer les choses en pleine conscience. Je pense que c'est comme ça qu'on peut construire un monde durable et loin des antagonismes qui sont... on le voit bien dans la politique, c'est ce qui a tué la politique. Donc, j'espère qu'on va réussir à faire autrement. Podcast, que sais-je, même ça peut être une peinture, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a touché et que tu aurais envie d'inviter, comment aller voir, aller apprécier?
Alors, il y a un très bon podcast qui s'appelle Les couilles sur la table. Et il y en a un avec une psychologue américaine qui raconte la fabrique du genre et de comment les petits garçons, pour se différencier des filles, deviennent des bad boys. Et je pense que on dit toujours que les filles doivent s'émanciper, que en gros, c'est elles qui vont faire le boulot, be a man, etc. Enfin, faut s'affirmer, nanana. Certes, mais pour ma part, je pense qu'il y a aussi tout un travail à fournir dans la déconstruction du genre du côté des hommes, notamment sur tout ce qu'on peut appeler les questions de masculinité toxique, enfin bon, voilà. L'agressivité, la compétition, la prédation, enfin bon, bref, toutes ces choses-là, qui je pense, pèsent lourdement sur les hommes. Et voilà, je pense qu'il faudrait... aussi aider les hommes à être peut-être plus en phase avec leurs émotions, enfin voilà, ce genre de choses. Donc oui, je pense que ça c'est un bon podcast. Ouais, un de mes podcasts préférés aussi. On va boucler les boucles, puisque au début tu me disais que ta déprise personnelle c'était c'était au rapport avec la liberté et donc de s'émanciper des croyances, des fausses valeurs qu'on pouvait nous imposer, notamment par la société. Est-ce que tu peux nous partager, toi, un apprentissage sur cette déprise-là en 2021 ? En 2021 J'allais dire que ce qui tue pas rend plus fort. Ça aussi, enfin, c'est vrai et c'est pas vrai parce que honnêtement, j'ai envie de dire si on peut s'épargner, enfin après toute cette histoire de Covid et voilà qui nous a mis rudement à l'épreuve, moi je vois que je sais pas si ça nous rend plus fort en fait. On va voir. Je suis assez curieuse du potentiel monde d'après. Je sais même pas s'il y a un monde d'après ou si c'est voilà finalement si c'est more of the same. Je suis assez sceptique sur ces questions-là, mais en tout cas oui cette idée que il faut que ce soit dur pour que ce soit bien. Je suis pas sûre. Je pense que les choses peuvent se faire de façon plus comment dire, confortable. Eh ben, merci pour ces derniers jolis mots. Merci. À très vite. À bientôt. C'est la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a plu. Moi, il m'a passionné. Ça m'a vachement questionné sur le rapport à nos valeurs et à nos goûts. Et la manière dont on peut s'approprier ou les reconstruire. Et que pour beaucoup, en fait, ce sont des constructions sociales. Comme d'habitude, pour m'aider, que vous ayez un Mac ou non d'ailleurs, vous pouvez ajouter une note et faire un commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus. Et comme promis, je finis cet épisode de podcast par un poème que j'ai écrit et que je vais vous déclamer. Le poème s'appelle Florilège de valeurs. Il fait évidemment écho à cet épisode et j'espère que vous l'apprécierez. À la prochaine. Dans le cœur, je vois le camailleux des héritages de la société, de nos années d'écolier, de nos liens de parenté. Sur les épaules, je transporte ce lourd bouquet de croyances, pas toujours connues, rarement interrogées. Dans les mains, je garde et j'arrose parfois alors une graine de pouvoir insoupçonné, celui de m'autodéterminer, à mener une vie authentique, plus à même de me ressembler. Je suis né dans un monde tutoré par ces fausses valeurs, dont paraît-il découlent ses vraies faiblesses. On m'a raconté que ce n'était qu'un voile, un pot pourri d'un peu de tout, que je pouvais creuser jusqu'à que la vérité y apparaisse, que c'était là, dans son rhizome, là où je pouvais y voir ses profondes racines, que je pouvais faire dialoguer avec les différentes branches de ma vie pour que je chemine. À mes métiers, je leur dis, parmi ces vocations tout azimut, de trouver ce fil qui me rattache à mes coutures profondes, de laisser souffler les regards contraires qui tempêtent sur ceux qui aspirent à laisser voguer leurs envies fécondes. Je leur dis, face à la linéarité, faisons éclore une arborescence des multiples altérités. Qu'au fond, les chemins de singularité ne se traversent que rarement sous des rails bien droits,
est aligné. À mes goûts, je leur dis de révéler leurs fausses croyances plantées par le système, ou j'aime des goûts qui ne sont pas à ma saveur, mais que je désire quand même. Je leur dis aussi de laisser partir Rose, leur Valentine de février, de la laisser revenir à son mois de juin à qui elle manque tant, afin que d'autres deviennent aussi fleurs de l'amour, fût-ce Rose hier, ou Violette il y a 2 siècles, et demain d'autres méconnus tout en même temps. À mes traditions, je leur dis, elles si bien ancrées, de ne plus lever leur bouclier lorsque bousculées. Je dis à Noël, dont l'habit rouge est d'abord d'industrie, que notre planète, elle, est en train d'étouffer. Je leur dis que prisonnier de fausses croyances, tout grand changement devient alors blasphème, et qu'il est grand temps de redessiner nos emblèmes lorsqu'ils deviennent la racine de nos problèmes. Alors, à chaque croyance bien enracinée, à chaque valeur que nous croyons posséder, se pose donc la question de ce que nous avons consciemment et volontairement décidé.